Alors, comme vous avez pu le comprendre sur les précédents chapitres, e-learning, c'est vraiment développé sous plusieurs formats et l'idée est de pouvoir adapter et de s'adapter, adapter ses contenus et de s'adapter aux besoins des apprenants, aux objectifs pédagogiques des formateurs. Alors, on va voir plus particulièrement ce qui va être la classe virtuelle, le MOOC, on va voir la notion de micro-learning, le mobile learning, et nous verrons que chacun des formats présente des caractéristiques et des avantages qui sont peut-être différents. Donc l'idée de ce chapitre est vraiment de vous faire comprendre on peut utiliser différents formats ou modalités d'e-learning spécifiquement en fonction de ses objectifs et en fonction de comment je veux aborder les pédagogies avec les apprenants. Alors, on va voir dans un premier temps les principaux formats du e-learning. Alors, la classe virtuelle. La classe ou les classes virtuelles sont des sessions de formation en ligne où formateurs et apprenants vont interagir en temps réel. Allez, moi je le traduis directement par de la visio. Elles permettent de simuler un environnement de classe ou de cours ou de formation traditionnel, tout en exploitant les possibilités du numérique. Et c'est là où moi j'assimile la classe virtuelle comme un temps en présentiel, puisqu'il y a un face-à-face avec un apprenant. Je vais même peut-être inventer un nouveau mot, c'est du téléprésentiel, c'est du présentiel à distance. Alors, quelles sont les caractéristiques? Cela permet des interactions comme en présentiel, en temps réel, avec un formateur et d'autres participants. On va utiliser des outils comme la visio, le chat. Là, pour le coup, on n'a pas forcément l'image, mais en tout cas, ça permet de chatter en direct. Mais on peut utiliser aussi, dans les deux cas d'ailleurs, du partage d'écran qui peut être en live ou qui peut être, j'allais dire, statique. Cela peut donner la possibilité d'enregistrement pour une consultation ultérieure. Et c'est là où vous verrez dans les outils, eh bien, pourquoi ne pas présenter ces cours sous forme de webinaire, ce qui vous permet de structurer, par exemple, votre intervention avec une méthode magistrale interrogative. Voilà, on va peut-être être un petit peu plus limité au niveau de nos approches pédagogiques. Mais en tout cas, mon enregistrement, s'il est bien construit et si on l'a bien structuré, permet de le mettre à disposition en replay, donc en revisionnage ultérieur pour les apprenants qui ont participé au webinaire, mais éventuellement, s'il est pertinent et qu'il a été bien construit, bien filmé aussi, eh bien, va donner la possibilité de le proposer à d'autres apprenants qui ne l'ont pas suivi en live. Et dans ce cas-là, un contenu peut être mis à disposition en décalé par rapport au live, c'est-à-dire au tournage en direct. Alors, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme outil? Zoom, Microsoft Teams, Webex, j'en passe des meilleurs. Je vous invite vraiment, alors moi je ne vais pas faire une liste catalogue de tous les outils parce qu'on ne ferait que ça. Pour moi, l'idée, c'est de vous donner, au travers d'une définition, un certain nombre d'outils qui sont les plus utilisés en général. N'hésitez pas, dans le cadre de votre veille d'information, d'aller chercher justement les nouvelles technologies, les nouveautés. On est sur un secteur qui est profondément en renouvellement. Des nouveautés arrivent, peut-être pas toutes les semaines, mais en tout cas arrivent assez régulièrement. Alors, les avantages des classes virtuelles, ça permet un meilleur engagement des apprenants grâce à des interactions directes. Ça peut être un accompagnement personnalisé avec un formateur. Voilà, ça peut être très très intéressant. La classe virtuelle peut être ni plus ni moins que du coaching où je vais regrouper des apprenants, peu importe sur quelle formation ils sont positionnés, ou alors spécifiquement en fonction des besoins. Donc vous voyez qu'on a un outil qui permet d'avoir une certaine flexibilité. En revanche, ça impose des contraintes d'horaire, et oui, c'est comme le présentiel. Il faut que l'apprenant soit synchronisé avec un formateur, que le formateur soit synchronisé avec les apprenants. Donc, obligation d'être présent à des heures qui sont bien déterminées et qui sont fixées par avance. D'où un outil de planification. Attention aux inconvénients aussi, les difficultés techniques potentielles. On les a évoquées au chapitre précédent.
mais spécifiquement là-dessus, ma connexion Internet est-elle stable? Est-ce que je vais pouvoir suivre ma visio? Est-ce que je vais pas avoir un problème de micro? Si je donne accès à un support complémentaire que j'utilise pendant ma visio, ma classe virtuelle, est-ce que mes apprenants ont les outils compatibles pour pouvoir les ouvrir ou les exploiter? Donc ces questions-là, il faut les travailler un petit peu en amont. On va passer maintenant au MOOC, alors le Massive Open Online Courses. Alors, c'est des cours en ligne offerts à tous. En général, ils sont gratuits. J'évoquais au chapitre précédent, en introduction, eh bien, alors moi, c'était celui qui m'avait le plus frappé à l'époque, c'était les MOOC qui étaient mis à disposition sur le site de Pôle emploi, France Travail Maintenant. Des MOOC, vous avez pu les voir fleurir pendant la période Covid. Bon nombre d'organismes, d'entreprises ont ouvert en fait des accès qui étaient limités et payants, j'allais dire auparavant, et les ont mis en gratuit justement pour essayer d'attirer du client potentiel, mais en tout cas d'attirer les gens vers cette notion d'apprentissage un petit peu différente. Et donc, ces MOOC ont permis de capter un petit peu plus l'attention. Peut-être que pour vous aussi, ce serait intéressant de savoir si ça vous a influencé aussi avant d'entrer dans un parcours de formation. Quand ils sont produits ouverts, en général, c'est la vitrine des organismes, en tout cas de ceux qui le proposent. Ce sont des formations ou des contenus qui sont courts, en général de bonne qualité, qui sont produits en général par des universitaires. Je pense au Greta, par exemple, qui travaillait encore il n'y a pas si longtemps que ça, beaucoup avec les MOOC, mais aussi des entreprises, des experts. C'est assez rigolo de voir, sur les réseaux sociaux, par exemple, et sur LinkedIn, voir qu'on vous propose des contenus vidéo ou d'autres types de contenus qui sont construits sous forme de MOOC. Alors, au niveau des caractéristiques, le MOOC, il est accessible à distance, sans forcément de restriction de lieu. Donc ça, c'est très intéressant, parce que ça veut dire où que je me situe, j'allais dire quasiment autour de la planète, je peux accéder à ce type de contenu à distance. Ce sont en général des contenus qui sont diversifiés, des vidéos, des quiz, peuvent se retrouver au travers de forums, c'est désuet, mais forum de discussion, oui, ça arrive en plus, mais en général, le forum de discussion vient en appui à un contenu ou un site internet. Je ne vais pas le développer plus que ça. Alors, quels sont les exemples de plateformes de MOOC? On peut retrouver par exemple Coursera, edX, Udacity, FunMOOC, etc., etc. La plupart des MOOC que j'ai pu consulter étaient des formats, des contenus qui étaient relativement courts à consulter, mais qui étaient pertinents. Alors les avantages, l'accès à des contenus qui sont en général créés par des experts et permet une flexibilité d'apprentissage. Je pense que c'est plutôt aussi une rapidité d'apprentissage parce que quand ils sont très très bien conçus, ça permet d'ancrer très rapidement les notions que l'on doit retenir. Les inconvénients, c'est que comme il n'y a aucun outil de suivi derrière, on ne peut pas mesurer l'abandon, celui qui décroche. Donc ça veut dire qu'en général, il y a un taux d'abandon qui est relativement élevé. Et puis, il n'y a aucune interaction du coup avec un formateur, avec un enseignant, peut-être avec un expert qui a conçu ce fameux MOOC. Et donc, c'est un des aspects négatifs de ce type d'outil. Alors maintenant, on va aborder le micro-learning. Alors le micro-learning, c'est quelque chose qui, à titre personnel, m'a beaucoup intéressé, tout simplement parce que dans le cadre d'audit de centres de formation, on s'était rendu compte que le micro-learning, c'était intéressant pour eux. Ils n'avaient pas la possibilité, ou c'était complètement hors sujet, par exemple, d'utiliser une plateforme. En revanche, proposer du micro-learning, c'était une solution pour eux qui était idéale. On est sur de l'autonomie, donc c'est un outil qui est très intéressant, qui va reposer sur des capsules pédagogiques qui en général sont courtes, qui sont ciblées sur un objectif d'apprentissage précis. Ça permet au travers d'une capsule, alors une capsule, on va considérer que un petit peu si je fais le parallèle avec les contenus sur NELAP, vous avez à disposition un module TRE, voilà, on va dire que c'est en micro-learning, ce serait
ce serait un module micro-learning consacré aux techniques de recherche d'emploi et qui va être séancé voilà, sur 4 cours principaux et avec des notions qui sont bien construites, des objectifs d'apprentissage qui sont précis et la capacité de s'évaluer. Donc on le verra dans un chapitre suivant. En général, ça a une durée courte, 2 à 10 minutes en moyenne. Les supports peuvent être variés, ça c'est un des avantages. Ça peut être au travers de l'ajout de vidéos, d'infographies, de quiz. C'est utilisé en apprentissage en entreprise, mais ça peut être aussi un très bon outil, comme je vous le disais, en centre de formation. On a 7Taps, bien évidemment, Talentcards, EdApp. Moi, je vais vous en donner un qui a l'avantage d'être gratuit et alors qui est limité, bien sûr, hein, tout ce qui est gratuit a forcément des limites au bout d'un certain temps, mais qui s'appelle Parcourou. Parcourou permet de créer des capsules qui vont être structurées avec, par exemple, une introduction, du contenu vidéo, du contenu texte, du contenu d'image que vous allez pouvoir construire successivement et peut-être introduire un petit module d'évaluation à l'intérieur et qui va vous permettre, au travers de ce micro-learning, de travailler telle ou telle connaissance, compétence que vous souhaitez en particulier mettre en place. Effectivement, on est sur des formats courts, qui peuvent aller jusqu'à la journée complète, mais le micro-learning, on est vraiment là pour travailler rapidement sur un contenu pour atteindre des objectifs. L'inconvénient, ça ne permet pas un apprentissage approfondi. Oui, tout à fait, hein, puisqu'on est sur un gain d'apprentissage qui est plutôt dans la rapidité, peut-être dans la synthèse. Pour ça qu'en général, le micro-learning est aussi utilisé en entreprise parce que ça permet d'aller directement vers l'objectif qui a été déterminé. Et puis, on peut noter des difficultés à traiter des concepts qui sont complexes. Oui, plus ça va être complexe, ça va nous obliger justement à aller séquencer un petit peu plus les notions que l'on veut aborder. Le mobile learning, c'est ce qui va consister à suivre des formations sur un appareil mobile, tablette, smartphone. Je vais vous donner un exemple tout bête. Si vous regardez des publicités à la télé, vous avez Babel et vous pouvez apprendre une langue sur votre téléphone. On est donc sur un format digital d'apprentissage en ligne qui est simplifié, accessible et vraiment spécialisé sur l'utilisation principale d'un smartphone et ou d'une tablette. L'avantage, comme beaucoup, c'est l'accessibilité d'un contenu à tout moment. Je peux reprendre là où j'ai arrêté et ça, c'est vraiment très intéressant. C'est un format, et là on est au format, j'allais dire, de la vidéo, ou de l'application qui va être vraiment adapté aux écrans mobiles, avec des vidéos qui sont courtes, des applications qui sont interactives. Voilà, ça permet de développer ce type de contenu sur ces plateformes vraiment spécifiques. Et puis, ça permet d'avoir une expérience utilisateur intuitive, immersive. Et puis, c'est en général très bien ce mobile learning parce qu'on a toujours accès à un chat qui permet à l'apprenant d'être moins isolé. Alors attention aussi à ces outils, puisque ces outils dépendent d'une bonne connexion Internet. Donc là, on est dans le même cadre des limitations. Et puis, les contenus sont limités à un petit écran pour certains contenus. C'est la raison pour laquelle je décourage quiconque de suivre une formation sur NELAP. C'est pas le smartphone, n'est pas l'outil qui va être le plus favorable pour un confort, en tout cas visuel, pour suivre une formation. En revanche, pour l'émargement, suivre son agenda, et dans ce cas-là, certaines plateformes vont avoir un accès qui va être pertinent via PC, mais va avoir aussi d'autres accès qui sont pertinents via smartphone. Alors, tout à l'heure, je vous parlais de cette notion de formateur qui devait être synchronisé avec des apprenants. On va faire la différence tout de suite entre une formation synchrone et asynchrone. Alors, le synchrone, je pense que vous avez commencé à comprendre un petit peu, c'est ce qui va se dérouler en temps réel. Alors pour moi, une formation en synchrone ou un cours en synchrone est un cours qui est avec un formateur. Ça va être du présentiel ou du téléprésentiel.
mon formateur est à distance ou mon formateur est dans la même salle que moi, je vais considérer que c'est du synchrone. Ça va permettre des interactions directes entre formateurs et apprenants, exactement ce que l'on a vu dans le cadre des classes virtuelles. Et donc, une formation en synchrone, c'est du présentiel, c'est du webinaire en direct, c'est de la classe virtuelle. Tout ce qui va être en asynchrone, considérez qu'il n'y a pas une présence directe en présentiel présentiel ou distanciel avec un formateur. Ça veut dire que si j'interpelle quelqu'un, je ne l'aurai pas la réponse en synchrone, je l'aurai en asynchrone. On est hors cadre d'une synchronisation avec un formateur. Ça, vous l'avez compris, ça va permettre d'apprendre à mon rythme. Tiens, je vais suivre un cours là-dessus. Ah, je me suis rendu compte que cette notion, elle fait appel à une autre notion dans un cours que j'ai vu précédemment, mais par contre, je suis passé trop rapidement dessus. Je peux retourner sur le contenu et donc apprendre à mon rythme avec une structure d'apprentissage que je vais mettre moi-même en place ou la plateforme va me favoriser, en tout cas, pour que je puisse le travailler de cette manière-là. Ce sont des contenus qui sont accessibles à tout moment. Effectivement, je pense que vous l'avez vécu, quand on est parent et qu'on est en formation, eh bien, on a aussi une vie privée. Et une vie privée consiste peut-être à aller récupérer ses enfants, les faire manger, leur donner le bain, tout dépend de leur âge, bien évidemment. Mais à un moment, quand je suis disponible et que je dois travailler un contenu, je vais pouvoir adapter en fait ma manière de vivre, entre guillemets, mais pour pouvoir accéder à mes contenus à tout moment. Je vais vous donner un exemple très rapide. Une apprenante me disait, eh ben moi, à 9h du soir, mes enfants sont couchés, mon mari regarde son match de foot ou bref, il a ses activités et moi, je peux me consacrer pendant 1 heure sur la plateforme. Ça me permet de mettre à jour mes notes si je suis en présentiel. Ça me permet de retravailler telle ou telle notion ou ça me permet d'anticiper aussi un cours parce que je suis vachement curieux. Possibilité d'accéder à des contenus à tout moment. Et puis un autre exemple, une apprenante me disait, en début de formation, je regardais tes vidéos bureautiques quand je faisais la cuisine, parce que je n'écoutais le son, je regardais pas les vidéos, mais ça me permettait de me réimprégner de telle ou telle notion. Et ça, c'est aussi une manière d'ancrer des notions et de manière asynchrone. Le formateur, on l'a pas sous la main quand on fait à manger. Et donc, c'est la possibilité de reprendre des contenus. Alors, on les a vus, hein, les exemples d'outils, de méthodes qui sont en asynchrone. Nous allons voir maintenant le rôle des plateformes LMS, alors qu'on appelle Learning Management System. Je vous parlais précédemment d'un petit outil qui s'appelle Parcourou. Parcourou va vous permettre de proposer des contenus en ligne qui peuvent être contrôlés ou non. À savoir que, quand je parle de contrôle, c'est est-ce que je donne un accès verrouillé à mon contenu ou est-ce que je le laisse libre d'accès? Le LMS, lui, va avoir cette notion où il va aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire que c'est un outil qui va disposer de contenu pédagogique, mais qui en même temps va permettre de contrôler en back-office le suivi pédagogique d'un apprenant. Les plateformes ou les logiciels en ligne sont en général, alors le plus connu c'est Moodle. Moodle, pourquoi? Parce qu'il est libre, gratuit, il coûte pas très cher. C'est un outil qui été en tout cas extrêmement employé et qui commence à se détacher un petit peu. Alors là, parmi les 3 exemples, je vous mets 3 niveaux différents. Moodle, on est vraiment sur une plateforme LMS qui va permettre de gérer les accès. Je donne accès à qui, pendant combien de temps et à quel contenu. Et puis en même temps, ça me permet aussi d'obtenir des informations s'il a réalisé ses travaux. Bon, vous l'avez compris, c'est un petit peu comme NetApp. Est-ce qu'il a répondu à des QCM, etc., etc. Le dernier niveau, alors j'ai proposé Canva ici dans le cours, mais je vais rajouter Geniali. Je vais rajouter Parcourou aussi, parce qu'on est sur une forme de LMS ultra simplifiée. L'idée, c'est de mettre en place ou de proposer des contenus qui sont accessibles à distance. Pour moi, je le considère Canva, Geniali, un petit peu comme du micro-learning. C'est-à-dire que la plateforme LMS, elle, va recueillir des contenus beaucoup plus élaborés
et beaucoup plus diversifié, tel qu'un parcours de formation complet. Alors, ce qui est intéressant maintenant, c'est de connaître les types de contenus que l'on peut mettre dans ces outils. Alors, je l'ai plus ou moins évoqué, effectivement, pour moi, un Canva, pour moi, un Geniali vont permettre de faire, allez, du PowerPoint en ligne un petit peu plus évolué, et je peux introduire de la gamification parce que je peux travailler mon contenu et j'allais dire, créer une histoire au travers de ma formation et le faire slider de slide en slide tel que j'ai vraiment voulu qu'il suive en fait mon cours. C'est par exemple, c'est un cours. La plupart du temps, les contenus e-learning sont des contenus qui sont rédigés, tels que celles que vous pouvez voir sur NELAP. On peut aussi considérer, et on peut le voir aussi sur d'autres plateformes, que les cours qui sont proposés vont être uniquement au format vidéo. Donc, il peut y avoir une grande diversité, en fait, de contenus qui peuvent être proposés, et c'est vraiment l'organisme ou le formateur qui va cibler exactement quel type de contenu il va intégrer dans ce qu'il va partager avec l'apprenant. Donc, moi, j'aime bien favoriser tout ce qui est contenu visuel. Vous savez comme moi qu'on peut apprendre en écoutant, on peut apprendre, en tout cas retenir des informations, en regardant. D'autres personnes ont besoin des deux. Bref, d'autres personnes ont besoin de lire, d'autres ont besoin d'écrire. Il faut tenir compte justement de cette globalité-là pour pouvoir diversifier ces types de contenus et qu'ils soient bien adaptés à ce que l'on veut proposer. Alors si on le voit au sens large du terme, des contenus visuels, des images, des gifs animés, ça peut être des vidéos, ça peut être aussi de la carte mentale, ou en tout cas favoriser la représentation mentale des idées que vous avez pu aborder par exemple, ça peut être des outils de présentation. Donc sélectionnez bien les types de contenus qui vont permettre à un apprenant de bien percevoir ce que vous voulez lui apprendre. Alors on le verra dans un chapitre suivant, mais tenez aussi compte en termes de type de contenu de cette fameuse accessibilité à ces contenus en fonction du public que vous pouvez avoir, et notamment tenir compte des situations de handicap, mais ça on verra donc dans le chapitre qui est dédié à cet effet. Je parlais de l'outil vidéo. L'outil vidéo, l'avènement de YouTube notamment, a permis à des organismes de formation de construire des contenus pédagogiques uniquement en vidéo, et YouTube a été une formidable opportunité pour ces organismes. On parle de YouTube parce que c'est le plus populaire, mais Vimeo est aussi une très bonne plateforme qui repose sur les mêmes principes, en tout cas de partage de contenu. Donc vous avez là, je ne vais pas en citer d'autres parce qu'il y a Dailymotion, mais qui n'est pas forcément une plateforme qui va être naturellement exploitée pour ce type de contenu. En tout cas, dans le cadre de votre veille, n'hésitez pas à aller creuser toutes ces solutions qui vont vous permettre de mettre à disposition du contenu vidéo. Vous aurez plus tard un cours qui va être dédié sur comment filmer une vidéo pédagogique et comment faire le montage. Donc, je ne vais pas détailler ces points-là ici. Sachez qu'il faut toujours tenir compte des éléments que j'ai évoqués tout à l'heure. Comment je retiens une information en l'écoutant, en la regardant, en la lisant, en l'écrivant. Et c'est ce qui va permettre, vous, de rendre plus dynamiques vos cours et vos contenus et de pouvoir les adapter. Ce que je vous propose, si vous scrollez jusqu'un petit peu plus bas, vous voyez, je vous rends actif. Vous n'êtes pas en mode popcorn comme je l'évoquais tout à l'heure. Voilà, vous avez un tableau qui vous est proposé justement, qui fait une synthèse en tout cas de différents outils qui vont vous permettre de partager du contenu avec vos apprenants, que ce soit du contenu rédigé, que ce soit du contenu interactif, du contenu vidéo, du podcasting qui devient de plus en plus à la mode. Le podcast, c'est un petit peu comme le replay en vidéo. Des outils qui vont vous permettre de créer des serious games, d'introduire de la réalité augmentée, par exemple, avec un certain nombre de sites en ligne qui vous permettent de le faire, de savoir travailler des QCM.
et puis d'autres techniques. Donc, je vous propose, vous, dans le cadre de votre veille professionnelle, de vous créer un petit tableau en disant, moi, dans mon activité de formation, je vais être amené à réaliser des contenus. Ce contenu que je vais réaliser, je vais peut-être le faire en présentiel, peut-être que je vais le proposer en e-learning. Ce qui serait bien, c'est de dire, voilà, moi, j'ai tendance à travailler mes cours ou à séquencer mes cours de cette manière. Je vais avoir besoin de quel outil? Alors, quelle technique, quelle approche pédagogique? Est-ce pertinent d'introduire des outils digitaux dans ma pédagogie? Quel outil je vais utiliser? Ce qui vous permettra ensuite, lorsque vous avez tout listé, de pouvoir déterminer si ce contenu, il est transférable, par exemple, sur un contenu complètement construit en autonomie. C'est là où vous vous rendrez compte que vous allez faire du picking, parfois sur certaines technos. Si vous utilisez une plateforme LMS, eh bien dans ce cas-là, il va falloir analyser le type de fonctionnalité qui est mise à disposition et vous adapter. Malheureusement, c'est l'humain, bien souvent, qui va s'adapter à l'outil et qui va être obligé de faire preuve de créativité pour justement adapter ses contenus sur la plateforme et par rapport à son public. Alors, vous trouverez un petit peu plus bas dans cette page un exercice qui va vous permettre, au travers des propositions qui vous sont faites, de déterminer si les situations sont des situations de e-learning ou non. Déjà, ça vous permettra de mieux cibler, en fait, tous les éléments qu'on a pu évoquer depuis le début de ce cours et de pouvoir vraiment vérifier et de prendre des automatismes au niveau de ces situations-là. Vous avez une proposition de correction. Essayez de vous projeter, encore une fois, dans l'exercice de votre métier et voilà, essayez d'être créatif. Moi, je vous encourage vraiment à aller chercher, tiens, quel outil me conviendrait bien pour telle ou telle raison. Et ça, c'est important, c'est ce qui fera votre différence le jour où vous utilisez ces outils. Alors attention, en termes de feedback, l'e-learning, c'est donc défini comme l'utilisation de nouvelles technologies pour faciliter l'accès aux ressources et éventuellement de services à distance. Pensez toujours, quand vous adaptez un contenu ou que vous créez un contenu en e-learning, de se dire, j'ai l'habitude de le faire en présentiel, qu'est-ce que je dis en présentiel, qu'est-ce que j'explique, quelles sont les questions que je suis habituellement amené à traiter quand j'anime le cours. Et ça, il va falloir l'intégrer justement dans votre plateforme et en utilisant aussi les outils, les techniques. Donc, il faut faire preuve de créativité. Un second exercice vous demande d'associer le projet e-learning avec le support qui vous ressemble le plus cohérent pour sa diffusion. Donc, ne vous arrêtez pas à tous les éléments ou toutes les applications, les logiciels qu'on a pu citer depuis le début. Là, ouvrez votre champ de recherche, faites des recherches, essayez d'analyser quel peut être l'outil de diffusion qui est le plus adapté en fonction des projets e-learning qui vous sont proposés. Là encore, la proposition de correction n'est pas exhaustive. Partez du principe que à partir du moment où l'outil que vous avez sélectionné répond bien à la situation d'e-learning, considérez que c'est juste. Et parmi toutes les offres, ça va être compliqué de tout lister, d'autant plus, comme je l'évoquais tout à l'heure, les logiciels, l'offre logicielle en tout cas, évolue très régulièrement, donc c'est très difficile de le tenir à jour, d'où l'importance de faire votre veille dans l'exercice de votre profession. Je vous propose maintenant de passer au chapitre suivant. Merci.